Bonjour Olivier. Nous Jean-Luc. avions fait il y a quelques semaines, on a fait une espèce de vidéo aussi qui a été beaucoup regardée d'ailleurs, sur les débuts de cette histoire de confinement, d'épidémie, de pandémie mondiale. Après donc cette épreuve, après le moment le plus difficile que nous venons de vivre, j'aurais aimé refaire un point d'étape à nouveau pour savoir qu'est-ce que nous avons vécu en fait, qu'est-ce que nous avons traversé. C'est un événement inouï. On a alors BHL vient de sortir, Bernard-Henri Lévy vient de sortir un bouquin où il dit qu'on en a 10 fois trop fait, que c'était un délire, ça nous parle plus de nous que de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut dire avec quelques semaines de recul après le confinement? Qu'est-ce que nous avons vécu? Hmm. Bah oui, ce que dit Bernard-Henri Lévy, c'est déjà un peu ce que disait Comte Sponville. Et Oui, déjà, c'est vrai. on avait un peu parlé la dernière fois, parce que je vois très bien, c'est vrai que je pense que ce qui nous est arrivé, c'est d'abord c'est la première fois qu'il y a une épidémie importante à l'âge vraiment de la mondialisation, entendue comme décloisonnement et aussi accélération de l'information, de la communication, de l'Internet. C'est un phénomène Internet qui nous est arrivé. Le phénomène viral, c'est l'épidémie plus Internet. Avec, avec d'ailleurs aussi une épidémie vécue, on avait chez nous Internet. Ce qui fait que Mhm. alors que les épidémies, autrefois, elles étaient vécues on ne savait pas ce qui se passait à côté. Justement, on se fermait, on fermait tout, on était dans l'ignorance de ce qui se passait à côté. Donc là, c'est une mutation, certainement, pour l'humanité entière dans la gestion d'une épidémie. Donc je pense qu'en effet, je pense que c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Je pense qu'on ne surréagira pas deux fois, où on sera préparé à faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres épidémies du même genre, hein, mais au contraire, peut-être il y en aura encore, il y en aura peut-être même plus, mais on saura mieux faire, certainement. Mais pourquoi tu dis qu'on a surréagi? Pourquoi on a surréagi? Ben, on a surréagi parce qu'on ne savait pas ce que c'est. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas encore très bien comment réagir. Je pense que quand même, je veux dire, c'est pas très facile de dire il y avait qu'à. Après coup, on peut toujours dire on aurait pu faire autrement, Oui. etc. Mais je pense que dans le moment, je veux dire, les gouvernants, ils ont réagi. Il n'y a pas de bonne réaction. Il n'y a pas eu de bonne réaction. J'ai envie de dire, d'ailleurs, pour moi la grande leçon philosophique, puisque Bernard-Henri fait une réaction euh, philosophique en disant non, je veux réfléchir sur pourquoi notre réaction. Je pense qu'une des méditations philosophiques qu'on peut faire, c'est que à toute grande solution, réponse, réaction, euh, soulève à son tour, je dirais, des nouveaux grands problèmes. Euh, il il n'y a pas de réponse qui ne soulève des nouveaux problèmes, il n'y a pas de réaction qui ne soulève des nouvelles, ouais, des nouveaux embarras, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Et des embarras parfois plus grands encore que la question à laquelle on répondait. Mais je dirais quand même que Bernard-Henri Lévy, lui aussi, il donne son interprétation philosophique de la chose, si je peux dire. Oui, tout à fait, bien Lui sûr. aussi, il a complètement son idéologie, euh, et voilà, lui aussi, il fait un livre qui va très bien vendre, et donc il va très bien Au bon moment, au très bon moment. au bon moment, bravo, bravo. Et, c'est toujours, encore une fois, dans son style de donner une leçon de morale à tout le monde après coup, quoi. C'est, bon, enfin, je ne veux pas revenir sur Bernard-Henri. Je dirais aussi qu'il faut faire attention ce regard statistique en disant, de toute façon, il y a des morts, il y a des morts par la voiture. Oui, bien sûr, mais il faut dire ça, on peut toujours dire ça sur tout, mais justement, ça n'empêche qu'il faut quand même se battre pour qu'il y ait le moins de malheur possible. Donc, pour moi, il y a une gravité et il y a une gravité possible de cette épidémie. On ne sait pas ce qui serait passé si on n'avait pas réagi, si on avait laissé faire. On ne sait pas ce qui se serait passé. On n'en sait rien. Donc voilà, je crois qu'il faut être un peu plus prudent par rapport à l'épidémie elle-même. Euh, je pense que là où Bernard-Henri Lévy euh, donne en quelque sorte sa leçon de philosophie, moi j'aurais envie d'en tirer d'autres, parce que je pense que c'est en effet important de tirer une sorte de bilan philosophique général. Il y a aussi, il y a d'abord peut-être l'importance des petits gestes de chacun. On a mesuré, je crois, on mesure que ça, les choses importantes ne dépendent pas des grandes décisions gouvernementales, mais des petits gestes de chacun. Et que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui joue. Et donc, selon
nos gestes quotidiens, il y a des effets énormes. Je dirais aussi le décalage entre nos actes actuels, ce que nous faisons maintenant, et les effets qui se voient plus tard. On a senti, on a perçu ce décalage, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Donc voilà, là, il y a vraiment, on découvre combien nos petits actes quotidiens ont des effets à long terme, ont des effets importants à long terme, etc. Après, je dirais l'importance de l'habitat, l'inégalité dans les modes d'habiter, le fait qu'on se précipite aujourd'hui vers des habitations plus à la campagne, plus avec des balcons, c'est un signe très important et je pense qu'il faudrait qu'on fasse un gros effort dans nos sociétés pour, pour, pour donner à tout le monde de quoi être logé de manière décente, avec de l'air place, etc. Je pense qu'il y a, là, c'est un constat très profond, quoi, très profond, la centralité de nos manières d'être logés. Bon. Et je dirais de cohabiter aussi avec des voisins, etc. Et puis peut-être aussi l'importance du local, de relocaliser. J'entends dans toutes les conversations de café qui se sont rouvertes à Nîmes, le cafetier qui dit oui, ben, moi, je ne vais plus jamais acheter chinois, je veux acheter sur le local, bon, etc. Et l'importance aussi de tous les métiers du soin, tous les métiers qui demandent à ce qu'on soit là en personne. Il n'a pas pu être fait, je dirais, à distance, etc. Bon. Et dire, voilà, il y a peut-être une hiérarchie des métiers à refaire. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses, il y a plein de choses qui ont surgi dans la réflexion collective, dans la réflexion individuelle, dans les conversations. Pour moi, c'est un bénéfice extrêmement positif de la crise. Moi, je réfléchissais à ce thème. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui l'a lancé, cette idée du monde d'après. Pourquoi on Oui. est passé tout d'un coup? Alors, il y a des gens, en termes chrétiens, beaucoup de gens parlent d'un kairos. Est-ce que c'est un kairos? Est-ce qu'il s'est passé un événement considérable qui va pouvoir nous faire dire qu'il y avait un avant et un après? Est-ce que vraiment on peut parler comme ça ou est-ce que là, on est totalement dans l'illusion? Oui, ça, c'est une super question. C'est une grave question. Ben c'est certain que c'est ça que critique Henri Lévy, c'est comme toute cette espèce de commentaires délirants sur le monde d'après qui sera complètement différent, etc. Et comme une bulle en quelque sorte, comme une bulle utopique. Hein, mais c'est aussi parce que il y a eu un moment d'arrêt, un temps d'arrêt, et il nous est arrivé en grandeur nature ce que les 68 arts appelaient de leur vœu avec l'an 01. Hein, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Hein, c'était ça la formule de l'an 01 de la revue. Donc on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. C'est pas triste. Et il parle de déclinisme, décroissant, collapsologue, etc. Mais non, mais là, il met dans le même sac des choses tellement différentes et qui vont dans des directions tellement différentes. Là, je trouve ça vraiment un emballage idéologique et je dirais médiatique trop facile. Non, il y a eu plein de choses dans cette bulle, même si c'est uniquement de l'ordre de l'imaginaire, de l'utopie, je dirais même de l'écart entre les paroles et les actes. Hein, bon, on reproche beaucoup à Macron cet écart perpétuel entre les discours et les actes. Et je pense que je vais y revenir, à mon avis, c'est très important. Mais il n'empêche qu'on a besoin, en première analyse, je dirais, on a besoin de cet écart. Imaginez que tous nos actes, toutes nos paroles collent à nos actes et que nos actes à nos paroles. Mais ce serait totalitaire. On a besoin du décalage entre les actes et les paroles. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la possibilité qu'il y ait de l'imagination, qu'il y ait du possible avant de le réaliser. Qu'on puisse comparer les possibles, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse rêver, qu'il puisse y avoir du décalage, qu'il puisse y avoir de la non-coïncidence entre une société, une réalité et son imaginaire. Voilà, cette dimension-là, elle est, je crois, très, très vitale à toutes les sociétés. Donc ça, moi, je dirais que c'est très positif. Ça fait partie de l'espérance, finalement. C'est une des figures de l'espérance, ces figures de fiction et d'exploration du possible. Mais bien sûr, c'est dans cet écart que se dissimule aussi, que joue aussi la dissimulation, le mensonge. On cache la réalité par des mensonges, par du bluff, on fait espérer des mondes ailleurs, et puis en fait, pendant ce temps, il n'y a rien qui change, et au contraire, ça empire même. Enfin bon. Donc, il faut être critique aussi à l'égard de cet imaginaire trop facile. Hein, je veux dire, et ça, nous, Église, il faut absolument qu'on en prenne pour notre grade. C'est certain qu'il faut faire attention à ne pas avoir des grands discours, à ne pas être des marchands de rêve, si je peux dire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le président de la Fédération protestante de France a fait une grande déclaration sur ce thème-là, d'ailleurs, sur le monde d'après. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que Macron, dans ce propos-là, a ouvert la porte pour tout le monde à ces grands discours
Et si on recommençait autrement? Et si on faisait autrement après? Et je pense que c'est un moment important, et je dirais même c'est un moment, à mon avis, inoubliable. Parce que pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, si on supprime cette question au nom du réalisme, de, ah, bah, de toute façon, etc., eh bien, je dirais, en fait, c'est là qu'on se retire du monde commun. C'est là qu'on se retire de la possibilité de percevoir le bonheur qu'il y a à être ensemble. Justement, que le confinement nous a fait sentir l'importance d'être ensemble, l'importance de nos liens, de nos attachements. Et donc, c'est important qu'il y ait eu ce moment où on a réfléchi à pourquoi est-ce qu'on va rester ensemble, pourquoi est-ce qu'on va revenir ensemble, qu'est-ce qu'on va faire quand on va pouvoir revenir ensemble. Et il y a eu plein d'initiatives qui ont surgi dans le sillage de cela. Donc, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder, je dirais, ce moment-là. Je pense qu'il s'y est passé des choses qui ont engrangé des promesses. Je ne dirais pas des promesses réalisables, peut-être des promesses dont certaines sont peut-être des menaces. Il faudra aussi les analyser, les critiquer, etc. Mais voilà, c'est quand même des choses qui ont ouvert un imaginaire du possible. Et je crois que c'est important. Ouais, mais est-ce que tout le monde n'a pas vu un peu midi à sa porte, c'est-à-dire le sens que chacun a trouvé matière à sa propre idéologie, sa propre réflexion? Les libéraux ont dit que la France est trop bureaucratisée, trop Oui, centralisée, elle n'est pas assez ouverte. oui. Les écolos ont dit mais il faut tout refaire le monde à zéro, il faut tout changer notre manière de vivre, il faut supprimer tout ce qui est carboné, enfin, etc. Chacun a défendu une thèse qui était préexistante, au fond. Euh, Ou peut-être, est-ce que vraiment il y a des changements dans les attitudes peut- profondes? Je ne sais pas. peut-être, peut-être, mais oui, peut-être. Hein, et je reconnais que les discours étaient un peu débrayés, on va dire. On avait Oui. des discours débrayés de la réalité. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait des moments de débrayage comme cela. Ce débrayage du discours par rapport à la réalité permet en quelque sorte de tâtonner, d'essayer, de voir. Et quand je disais tout à l'heure bah, que pour moi, par exemple, l'importance de l'habitat et de redonner à chacun Mhm. un habitat, je dirais, digne de ce nom, l'importance du local, relocalisé, etc., retrouver l'importance des métiers du soin, etc. Bon, oui, bien sûr, c'est un discours quelque part que j'avais déjà un peu avant, mais je pense qu'on a réalisé que, que, que d'abord, première chose, qu'on pouvait modifier nos habitudes. On peut Mhm. changer d'habitude. Et ça c'était pas du tout gagné parce qu'on avait des addictions, ne serait-ce que des addictions à la voiture, des addictions. Imaginez que voilà, beaucoup de gens prennent la voiture par nécessité, bien sûr. Mais voilà, il faut tout le temps se déplacer. Nous étions habitués à nous déplacer tout le temps. Et soudain, de découvrir qu'on pouvait vivre sans se déplacer tout le temps, mais je pense que c'est un énorme choc collectif. Parce qu'en fait, en gros, nous sommes des sociétés de déplacement perpétuel. Hein, donc, je pense que non, je pense que réellement, il y a des choses qui ont changé. Le débrayage fait qu'on réembraye, mais on réembraye un peu autrement quand même, je pense, sur un certain nombre de sujets. Au début, vous avez parlé d'Internet. Est-ce que ça, c'est pas un élément quand même? On a fait des cultes, des rassemblements, des études bibliques, tout ce qu'on veut par Internet. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train là d'embrayer au contraire sur un monde encore plus inhumain, encore plus distancié, où on va tout passer par nos réseaux web et autres? Est-ce qu'il n'y a Oui, pas une menace là? oui, c'est certain qu'on a découvert la possibilité de faire des réunions par visioconférence, de faire des cours par visioconférence, etc. Je pense que en termes, je dirais, d'économie du temps, d'économie de déplacement inutile, je pense qu'on a trouvé là, je dirais, des alternatives dont certaines sont crédibles. Moi, il y a des choses que je n'ai plus envie de faire avec beaucoup de déplacements, etc. En revanche, par exemple, les cours, on a mesuré avec nos étudiants combien les cours en présence, mais ça change tout, combien ça nous manquait d'être ensemble dans Mhm. la même salle pour parler, qu'une grande partie de la communication visuelle, Bien par les sûr. images, par les gestes, hein, disparaissait ou n'était plus perceptible, etc. Puis d'être à plusieurs, de ne pas être obligé de parler un à un, il y a le fait qu'on puisse se couper la parole. Hein, dans la vie normale, on se coupe la parole et ça fait partie de la conversation, si je peux dire. Bon, Ça euh, se fait beaucoup dans le sud, ça, hein. Moi, non, mais je pense que c'est plus que ça. On n'est pas obligé d'être uniquement les uns à la queue leu à 3 mètres de distance pour un dialogue. Voilà, justement, c'est ça qui, je pense, on a retrouvé, on a senti l'importance de cela. Donc, je pense que oui, ça peut donner un coup d'accélérateur, je dirais,
à des nouvelles formes de management qui pourraient être encore plus exploitants, etc. Mais en même temps, on a senti l'importance de ce qui se fait en chair et en os, et ce qui est irremplaçable en chair et en os, en personne. Et moi, j'ai envie de dire que je disais la dernière fois, je crois, que pour l'Église, ben, il faut refaire l'Église à partir de ceux qui sont proches, là, en chair et en os, avec voilà, ceux qui sont là, pas tout le temps aller chercher ailleurs, plus loin, etc. Donc, au contraire, moi, je pense que quelque part, ça nous redonne le sentiment de notre vulnérabilité corporelle, Ouais. de la chair, si je peux dire, et du besoin que nous avons d'être charnellement les uns avec les autres. Justement, moi, je m'interrogeais, pour finir, sur le discours des églises. Je trouvais que ces discours qui tend enfin, à se coller aux injonctions aujourd'hui de verte, etc. Moi, je suis parfaitement écolo, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est ça le discours de l'Église? Est-ce qu'il faut prôner un monde décarboné? Est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est ça le message de l'Évangile? C'est très difficile, je pense, à chaque époque de distinguer ce qui est l'évangile et ce qui est le monde. Est-ce que le monde, oui. Et je pense que ça fait partie même de l'évangile. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mhm. Je dirais, qu'est-ce qui est reçu, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui, parce que le monde, c'est un terme tellement ambigu. Dire en même temps, voilà, je, moi, je pense quand même que le monde, euh, dans le Gilead de Marilyn Robinson, le magnifique roman là, de cette histoire, cette lettre de ce vieux pasteur à son fils, où il dit, il va mourir, il dit, oh, le monde va me manquer. Et en fait, Mhm. c'est presque la formule du livre. C'est un livre, c'est un pasteur, plutôt barthien d'ailleurs, c'est assez drôle d'ailleurs, euh, et qui parle du monde avec un amour. Là, il y a un amour du monde. Il ne faut pas être trop, trop crédule à l'égard du monde, à l'égard de l'idéologie de l'époque. Et en même temps, nous nous exprimons à travers le langage de notre époque et à travers les questions de notre époque. Et nous apportons notre grain de sel, mais dans ce contexte-là. Je pense que là, notre rapport au monde, en tout cas, c'est un rapport qu'il nous faut entretenir, dont il faut entretenir, ni un rapport d'idolâtrie à l'égard du monde ou à l'égard de la vie, ni un rapport, je dirais, complètement euh, complètement de mépris en disant de toute Mhm. façon l'évangile est ailleurs, la vraie vie, le royaume est ailleurs, la vraie vie est ailleurs, que je trouverais être pratiquement du manichéisme et finalement de la gnose. Et non, non, l'évangile depuis le début s'est battu contre la gnose aussi. Voilà, il y a là, je pense, un rapport ambigu à travailler sans cesse. Être du monde sans être du monde, qu'est-ce que ça veut Voilà, dire? voilà. C'est Qu'est-ce ça. que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire aussi dans le langage de la présence de l'évangile dans le monde. Présence au monde, fausse présence au monde, méprisance au monde. Enfin, il y a cette dialectique qu'on trouve chez Jacques Ellul qui me semble extrêmement, extrêmement importante. Et je dirais, aujourd'hui, il y a une idolâtrie de la vie quand même. Et je pense que ça touche pas seulement de toutes nos sociétés, même nos sociétés démocratiques, quelque part, elles ont été entièrement avalées par ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui n'est plus tellement le pouvoir de tuer, et donc qui fait régner l'ordre par le pouvoir de tuer, mais qui au contraire fonctionne au contraire par l'entretien, par la sauvegarde, par le maintien, par la gestion de la vie. Et donc, il Mhm. faut gérer la vie au maximum. C'est pour ça que ça touche très profondément notre société. C'est le fait que euh, si on est attaqué par une épidémie, alors c'est la structure même de notre politique au sens large qui est atteinte, puisque notre politique tout entière est ordonnée au maintien maximal de la vie, on va dire, et même à l'entretien de la vie. Donc ça touche quelque chose de très central dans la forme même de nos démocraties, sans doute. Peut-être qu'il y a des sociétés qui sont plus indifférentes à une vie, c'est pas si important que ça, bon, et qui réagissent peut-être un peu autrement. Donc voilà, on est touché là dans quelque chose qui est au cœur de la forme prise par nos démocraties, sans doute.